Le rossignol de l'empereur. Écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armen pour Audiocité.net. L'empereur de la Chine, vous le savez, est un Chinois, et tous ceux qui l'entourent sont des Chinois. Il y a, à vrai dire, bien des années que les choses merveilleuses que je vais vous raconter se sont passées. Mais c'est une raison de plus pour vous les raconter, car sans cela, elles risqueraient d'être bientôt oubliées. Le palais de l'empereur était, à bon droit, regardé comme le plus splendide palais qu'il y eût au monde. Depuis les fondations jusqu'aux fêtes, il était construit de la porcelaine la plus fine, précieuse marchandise assurément, mais si fragile qu'on est toujours obligé de prendre les plus grandes précautions quand on la touche. Les fleurs les plus magnifiques croissaient dans le jardin, et aux plus belles étaient attachées de petites cloches d'argent qui rendaient les sons les plus doux. Aussi nul ne pouvait passer par là sans admirer comme il le devait ces plantes si singulièrement conformées. Le fait est que tout dans le jardin de l'empereur était bizarrement orné, et qu'il s'étendait si loin dans tous les sens que le jardinier lui-même ne savait pas bien exactement où il finissait. Cependant, en allant toujours tout droit devant soi, on finissait par arriver dans une forêt magnifique, toute pleine d'arbres immenses et de lacs profonds. Cette forêt, avec sa verdoyante ceinture, formait comme le soubassement d'un rivage dont il était impossible d'apercevoir la fin et sur lequel la mer bleue et sans fond rejetait incessamment son écume plus blanche que la neige. De grands vaisseaux pouvaient naviguer jusque sous les branches des arbres, et à l'ombre de leur feuillage vivait un rossignol doux et d'une voix si admirablement suave que même le pêcheur le plus pauvre, lui qui dans le céleste empire peut à peine perdre une minute s'il veut assurer sa chétive subsistance, arrêtait pendant quelques instants son bateau pour s'assurer dans une tranquille extase si le rossignol n'allait pas bientôt commencer ses chants. « Que c'est beau, que c'est donc beau !» l'entendait-on souvent s'écrier. Mais il ne pouvait pas jouir longtemps de cette douce harmonie, car il lui fallait faire sa rude besogne, étendre ses filets, et au milieu des fatigues de sa journée, il avait bientôt oublié le nocturne chanteur du bocage. Cependant, la nuit d'après, quand le rossignol recommençait à chanter, et lorsque le pêcheur revenait suivant son habitude au même endroit, on l'entendait s'écrier de nouveau « Oh, que c'est beau! Que c'est donc beau !» De tous les pays gouvernés par des empereurs ou par des rois, les voyageurs accouraient en foule dans la capitale de la Chine, et c'est avec la plus vive surprise qu'ils visitaient le palais, les jardins et toutes les merveilles qu'il contenait. Cependant, une fois qu'ils avaient entendu le rossignol, ils proclamaient que tout bien considéré, il n'y avait encore rien de comparable à cet oiseau enchanteur. Puis, quand ils revenaient chez eux, ils ne manquaient pas de raconter ce qu'ils avaient vu et entendu, et les savants qui se trouvaient parmi eux écrivaient de gros livres, tout remplis de descriptions de la capitale, du palais et du jardin. Et bien loin qu'on oubliât le rossignol, on ne manquait jamais de le mettre encore 1000 fois au-dessus de tout. Ceux qui étaient poètes composaient en outre de beaux vers à la louange du chanteur emplumé de la forêt. Peu à peu ces écrits, ces livres se répandirent dans le monde entier, et le hasard voulut que l'un d'eux tombât entre les mains de l'empereur de la Chine. Le chef suprême du céleste empire était assis et lisait sur son trône d'or. Il lisait toujours. Seulement, toutes les 2 ou 3 secondes, il faisait un petit signe de tête,
car il ressentait un plaisir extraordinaire en daignant fixer ses yeux sur les magnifiques descriptions et les pompeuses esquisses que faisait de la capitale de son empire, de son palais et de son jardin, le livre placé devant ses yeux. Mais c'est encore le rossignol qui l'emporte sur tout cela. Tels étaient les mots qu'il rencontrait à chaque page dans ce livre. « Que cela peut-il dire » pensa l'empereur. « Le rossignol ? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Y a-t-il bien dans mes états un pareil oiseau, et qui plus est dans mon jardin ? Comment se fait-il que jusqu'à ce jour je n'en ai jamais entendu parler ni rien lu ?» Après avoir ainsi parlé, il fit ordonner à son grand chambellan de paraître devant lui. C'était un très grand personnage, qui, toutes les fois qu'un individu d'un rang inférieur s'avisait de l'accoster ou de lui demander quelque chose, ne savait que lui répondre « Bah !» ce qui équivalait à peu près à rien. « Ah, ça !» commença l'empereur d'un ton grave. « Il paraît que nous avons dans notre voisinage un oiseau excessivement remarquable qu'on appelle le rossignol. On dit que ce petit être-là est la plus grande merveille de mon empire sans limite. D'où vient donc qu'on ne m'en a jamais rien dit ? » « Si votre gracieuse majesté veut bien le permettre, » répondit le grand chambellan, « je lui avouerai que je n'ai jamais jusqu'à ce jour entendu parler d'une créature de cette espèce. En tout cas, » ajouta-t-il en revenant à des formes plus convenables à un courtisan, « ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un tel individu n'a jamais été présenté à la cour. Ma volonté est qu'il paraisse et qu'il chante ce soir devant moi, » reprit l'empereur. « Comment ? Tout le monde sait ce que je possède et moi pas ? Je n'ai jamais auparavant entendu prononcer ce nom-là, je puis le certifier à votre majesté, » répliqua le grand chambellan en corroborant son dire d'une de ses plus profondes courbettes. « Mais je vais me mettre moi-même à la recherche de cet individu jusqu'à ce que je l'aie trouvé. » Or, maintenant, où trouver le mélodieux oiseau ? Le grand chambellan se mit à descendre et à remonter les marches des escaliers 4 à 4, à parcourir en tous sens les salons et les galeries. Pas un de ceux qu'il rencontra dans les divers appartements du palais n'avait jamais ouï parler du rossignol. Il s'en vint donc retrouver l'empereur et lui dit qu'à coup sûr ce ne pouvait être là qu'un de ses contes, comme il y en a tant dans les livres. « Votre gracieuse majesté doit bien se garder de croire tout ce qui est écrit ou imprimé, » dit-il en touchant la terre avec son front. « C'est une histoire faite à plaisir, ou bien il doit y avoir là-dedans quelque chose comme de la magie. »« Bah !» répondit l'empereur, « le livre dans lequel je l'ai lu m'a été envoyé par sa toute-puissante hautesse l'empereur du Japon, donc il ne saurait contenir de mensonges. Bref, je veux entendre le rossignol. Il faut qu'il soit ici ce soir, car je suis disposé à lui accorder toute ma faveur. Et puis, songez-y bien, s'il n'est pas arrivé à temps dans mon palais, vous tous, gens de ma cour, tant que vous êtes, vous recevrez à l'heure du souper une bonne bastonnade sur vos estomacs à jeun. « Tsingza !» s'écria le chambellan en grognant. Et il descendit de nouveau les marches des escaliers 4 à 4, puis se mit à parcourir en tous sens les salons et les galeries, avec la moitié de la cour sur ses talons. Car parmi toutes ces bonnes gens, c'était à qui ferait de son mieux pour éviter les coups de bâton promis à leurs estomacs à jeun. Ils allaient donc furetant de tous côtés et questionnant tous ceux qu'ils rencontraient au sujet de ce remarquable oiseau, que chacun dans le reste de l'univers connaissait, mais qui était demeuré parfaitement inconnu à tous les membres de la cour impériale. À la fin, quand ils arrivèrent à la cuisine, ils avisèrent une pauvre petite laveuse de vaisselle dont le père était marmiton de 3e classe. « Oh, mes chers messieurs, » répondit-elle, « le rossignol, mais je ne connais que lui. Oh, qu'il chante bien! Tous les soirs que j'obtiens la permission d'aller porter à ma pauvre mère malade et alitée, qui demeure là-bas sur les bords de la mer, quelques restes de plats,
et que je m'en reviens affaiblie et fatiguée, j'entends chanter le charmant rossignol. Les larmes me coulent alors des yeux, car cela me fait autant de plaisir que si ma chère maman m'embrassait. Petite fille, reprit le chambellan, je te ferai obtenir une bonne place dans la cuisine, et je te permettrai en outre de regarder l'empereur dîner, si tu veux nous mener auprès du rossignol, car il est invité ici ce soir. Et ils partirent en troupe pour la forêt où le rossignol avait habitude de chanter. La moitié de la cour s'était mise de la partie. À peine furent-ils arrivés à mi-chemin qu'une vache se mit à beugler. « Ah ah !» s'écria un page, « pour le coup nous le tenons enfin. Cela prouve évidemment qu'il y a une force monstrueuse dans une petite créature aussi délicate. Chut, chut, écoutez. Il me semble cependant que j'ai déjà entendu ces sons-là quelque part. Oui, assurément, mais ce n'est que le beuglement d'une vache, reprit la petite laveuse de vaisselle. Nous sommes encore loin de l'endroit. Les grenouilles se prirent alors à coasser dans l'étang. Délicieux, ma parole d'honneur, délicieux, dit le grand écuyer. Pour le coup, je l'entends bien, et nous tenons le fameux virtuose. On dirait le tintement des cloches de quelque église, seulement les sons sont un peu voilés. Et non, ce sont des grenouilles que vous entendez là, dit la petite laveuse de vaisselle en le reprenant. Mais je pense bien que vous ne tarderez pas à l'entendre. Justement à cet instant, après un court intervalle de repos, le rossignol modula un de ses airs les plus brillamment cadencés. « C'est lui !» dit alors la petite laveuse de vaisselle, en montrant du doigt sur un arbre un petit oiseau couleur gris de cendre. « Chut, chut, regardez, le voilà. Est-ce bien possible ?» dit le chambellan. « Jamais de la vie je ne me serais imaginé qu'il avait cet air-là. Comme il paraît simple, je gage qu'il aura changé de couleur en voyant venir à lui tant de grands seigneurs. »« Gentil petit rossignol !» cria à haute voix la petite laveuse de vaisselle. « Notre très gracieux empereur désire ardemment que vous veniez chanter devant lui. »« Avec le plus grand plaisir, » répondit le rossignol, et il se mit à chanter si délicieusement que c'était plaisir que de l'entendre. On serait, ma parole d'honneur, tenté de croire, dit le grand chambellan, que ce sont de petites clochettes de verre qui tintent l'une contre l'autre. Remarquez donc comme son petit gosier se dilate. Je ne sais en vérité comment il se fait que nous ne l'avons jamais entendu auparavant. Pour sûr, il fera fortune à la cour. L'empereur désire-t-il que je lui chante encore quelque chose? Dit le rossignol qui croyait que l'empereur était là. Charmante petite créature, dit le grand chambellan, j'ai reçu la flatteuse commission de vous inviter à un grand gala qui a lieu ce soir à la cour, et où, avec vos charmantes chansons, vous jetterez sa très gracieuse majesté impériale dans le ravissement. Il fait bien meilleur chanter dans les vertes forêts, répondit le rossignol. Cependant, il consentit à les suivre, du moment que c'était le bon plaisir de l'empereur. Le palais avait été nettoyé de fond en comble, et on l'avait encore plus richement orné que de coutume. Les murs et les plafonds, tous faits de porcelaine plus ou moins transparente, étaient illuminés avec plusieurs milliers de lampes d'or répandant la clarté la plus vive et dont la réflexion, en s'évanouissant à distance, formait une voie lactée toute parsemée d'étoiles. Les fleurs les plus magnifiques, toutes douées des voix les plus harmonieuses, étaient rangées dans les antichambres. Le nombre immense d'allants et de venants produisait partout une foule épaisse, mais cela ne faisait qu'ajouter à la mélodie des clochettes, et on avait de la peine à s'entendre parler. Au milieu du grand salon où était assis l'empereur, on avait disposé un petit perchoir en or, en guise de place d'honneur réservée au rossignol. Toute la cour était présente, et il n'y avait pas jusqu'à la petite laveuse de vaisselle qui n'eût obtenu la permission de rester derrière la porte à écouter.
Le fait est qu'elle était maintenant devenue cuisinière en titre. Tous les courtisans étaient en costume de grande cérémonie, et tous les yeux étaient fixés avec curiosité sur le modeste petit oiseau gris à qui l'empereur daigna faire en ce moment un petit signe tout rempli de bienveillance. Le rossignol chanta alors avec un charme si touchant que de grosses larmes en vinrent aux yeux de l'empereur, puis elles finirent par couler en abondance le long de ses joues, et pendant ce temps-là, le rossignol de toujours moduler des sons plus suaves et plus touchants. Touchèrent-ils réellement le cœur de l'empereur? C'est ce que j'ignore. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'empereur éprouva une telle extase qu'il déclara que le rossignol porterait à l'avenir autour du cou sa pantoufle d'or. Le rossignol le remercia très humblement, mais le pria de lui permettre de ne pas accepter un si lourd honneur, ajoutant qu'il se sentait suffisamment récompensé comme cela de ses faibles services. « J'ai vu, dit-il, des larmes venir aux yeux de l'empereur, et je les prise plus que toute chose au monde. Les larmes d'un monarque ont en elles une vertu particulière. Oh oui, à elles seules, elles sont pour moi la plus magnifique récompense. » Et tout en parlant de la sorte, il se remit à chanter de sa voix la plus tendre et la plus enchanteresse. « C'est bien la plus aimable et la plus complaisante petite créature qu'on ait jamais vue, » dirent les dames l'une après l'autre en venant former le cercle autour de l'oiseau. Et tout en parlant de la sorte, elles prenaient de l'eau dans leur bouche, puis elles se mettaient à glousser quand on leur parlait, convaincues qu'elles devenaient ainsi tout autant qu'elles étaient autant de rossignols. En effet, de quoi la vanité de la femme n'est-elle pas capable, surtout pour peu que l'imagination lui vienne en aide? Il n'y avait pas jusqu'aux gens de service, hommes et femmes, qui ne proclamassent bien haut qu'eux aussi ils étaient dans le ravissement, dans l'extase. Et de fait, ce n'était pas peu dire, car satisfaire ces messieurs et ces dames, contenter leurs caprices et leurs lubies, était sans aucun doute la partie la plus difficile de la tâche de l'artiste. Bref, le succès du rossignol était, comme on dit, pyramidal. Il fut alors décidé qu'il resterait toute sa vie à la cour et qu'il aurait une cage en propre, avec permission d'en sortir 2 fois le jour et 1 fois la nuit. Toutefois, il ne pourrait profiter de cette permission qu'escorté chaque fois par 12 domestiques, chargés tous de le tenir par un fil de soie attaché avec autant de grâce que possible à l'une de ses petites pattes. Il n'y avait en réalité que médiocrement de plaisir à prendre l'air de cette façon, et on eût été plutôt tenté de prendre cela pour la parade forcée de quelques pauvres prisonniers d'État se promenant sur les remparts d'une forteresse. Pendant ce temps-là, toute la ville, avec ses centaines de milliers de langues, s'entretenait du merveilleux oiseau né dans le pays et pourtant demeuré inconnu pendant si longtemps. Quand on se rencontrait le soir dans les rues, l'un disait « Ros », l'autre « si », l'autre « si », et tous deux s'entendaient à merveille sans qu'un tiers eût besoin d'ajouter « gnol ». Enfin, 11 petits porchers chinois, ou tout au moins enfants de porchers, filles et garçons, reçurent en naissant le nom du petit virtuose emplumé, quoique pas un ne pût chanter. Or un jour, l'empereur reçut un gros paquet avec ces mots écrits dessus, le rossignol. « Je gage, dit l'empereur, que voilà encore quelques nouveaux livres relatifs à notre fameux oiseau. » Mais ce n'était point un livre, c'était un petit bijou de grand prix, exécutant de lui-même les plus jolis airs, et qui avait été empaqueté avec le plus grand soin dans une boîte. C'était un rossignol artificiel, ressemblant comme 2 gouttes à un rossignol vivant, sauf qu'il était tout garni de diamants, de rubis et de saphirs.
dès qu'on montait ce curieux oiseau comme on fait d'une montre, il se mettait à exécuter les mêmes cadences, les mêmes modulations que le vrai rossignol, et pendant ce temps-là, sa queue se redressait et s'abaissait toute brillante d'or et d'argent. À son cou était suspendu un petit ruban rouge, sur lequel on lisait brodés ces mots dans le style fleuri de ces contrées. Le rossignol de l'empereur du Japon est bien peu de chose en comparaison de celui de l'empereur de la Chine. « Qu'il est donc beau !» dirent en chœur les dames et les messieurs de la cour, et l'individu qui avait amené l'oiseau reçut des lettres patentes qui lui conféraient le titre de pourvoyeur de rossignol de sa majesté impériale. « Il faut à cette heure les faire chanter ensemble, dirent les courtisans. « Oh, le joli duo que nous allons ouïr !» Ainsi fut fait. Mais cela alla tout de travers, car le vrai rossignol chantait toujours à sa manière, tandis que le faux oiseau ne filait ses notes qu'au moyen de ressorts et de tuyaux métalliques, de sorte qu'il eût été facile à l'oreille d'un juge expérimenté de distinguer le léger grincement du ressort d'horloge placé à l'intérieur. Le lecteur aura toutefois la bonté de se rappeler que tous ces gens-là n'étaient que des Chinois. D'ailleurs, le chef d'orchestre assura de la manière la plus positive que le noble oiseau enfermé dans la boîte avait un jeu des plus brillants et que sa méthode était tout à fait celle qu'il enseignait lui-même dans son école. On fit ensuite chanter le nouvel oiseau tout seul, et il se tira de cette épreuve avec autant de succès que l'oiseau véritable. Mais aussi quelle dextérité dans son chant, et puis quel éclat il projetait. Il était tout étincelant de diamants, de bracelets et d'aigrettes. Il répéta le même morceau 33 fois de suite, absolument comme si ses notes eussent toutes été enchevêtrées l'une dans l'autre, et cependant il était infatigable. La cour aurait été bien aise de l'entendre recommencer encore une fois ses chants, mais l'empereur pensa que pour varier les plaisirs de l'assistance, ce devait être maintenant le tour du rossignol vivant de lui chanter quelque chose de sa façon. Or, pendant ce temps-là, qu'était-il devenu? Personne n'avait seulement pris garde que, saisissant au passage un instant favorable, il s'était envolé par la fenêtre pour regagner ses vertes forêts. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit l'empereur en grommelant quand il apprit l'évasion du petit oiseau gris. Tous les courtisans exprimèrent hautement leur indignation, traitèrent le rossignol d'ingrat et déclarèrent qu'il n'avait jamais été digne de contempler le radieux éclat de la faveur impériale semblable au soleil. « Au reste, disait-il, nous avons conservé le meilleur des deux. » Et l'oiseau prétendu dut faire entendre de nouveau ses airs. C'était pour la 34e fois que l'habile chanteur, après avoir été tiré de sa boîte avec les plus grandes précautions, faisait entendre à la compagnie le même morceau. Cependant, telle en était la difficulté qu'il n'avait pu aller jusqu'au bout. Le premier musicien loua l'oiseau outre toute mesure. Il donna même sa parole d'artiste, qu'il chantait beaucoup mieux que le petit monsieur tout de gris habillé. Par là il entendait le vrai rossignol. Protestant d'ailleurs que le jugement qu'il émettait n'était pas basé sur la richesse de son costume, sur les magnifiques diamants dont il était paré, mais sur sa valeur intrinsèque et réelle. « Et, en effet, remarquez-le bien, messieurs et mesdames, dit-il, et vous avant tous autres, ô magnanime et tout-puissant empereur, il y a impossibilité pour nous de jamais bien préciser le chant modulé par l'oiseau vivant, de savoir exactement comment il commence, comment il continue et comment il finit. Avec l'autre oiseau, au contraire, tout est fixe et régulier. Nous pouvons en rendre le compte le plus détaillé et même, en cas de besoin extrême, le démonter pièce à pièce afin que les yeux curieux de l'investigateur s'assurent bien de l'ordre et de la disposition des tuyaux et en quoi consiste le jeu des différents ressorts. Bref, ces ressorts sont agencés l'un dans l'autre d'après des principes définis et certains, tout aussi immuablement, aussi clairement
que les différents rouages d'une bonne horloge. C'est aussi notre avis, s'écrièrent-ils tous, et le musicien en chef obtint la permission de montrer le lendemain gratis au peuple le merveilleux oiseau. Car le bon empereur disait « Pourquoi ne donnerais-je pas une fois ce régal à mes sujets, puisqu'il ne m'en coûtera pas davantage ?» Tous donc entendirent chanter l'oiseau de diamant, et ils furent tous aussi ravis que s'ils se fussent enivrés à boire de leur thé, car c'est là une coutume toute chinoise. Et ils s'écriaient « Oh !» en élevant celui de leurs doigts qu'ils appellent l'échécuelle, puis ils se prenaient tous à hocher la tête. Mais le pauvre pêcheur, qui avait entendu dans les bois le vrai rossignol, secouait la tête en disant à voix bien basse « Sans doute, ça ne chante pas mal, et ça ressemble tout à fait à l'oiseau véritable. Cependant, il y manque quelque chose, encore bien que je ne puisse pas précisément dire quoi. » Le vrai rossignol fut alors à jamais banni des états de l'empereur, mais bien loin de se mettre martel en tête de cette sentence de bannissement, il demeura paisible dans son ombreuse retraite. Cependant l'oiseau prétendu fut placé, avec les plus extrêmes précautions, sur un coussin de soie à côté du chevet de l'empereur. Tous les cadeaux qu'on lui avait faits, soit en or, soit en diamant, étaient exposés et réunis autour de lui, et son titre fut définitivement changé en celui de chanteur ordinaire des desserts de Sa Majesté impériale, en même temps que dans la classification des rangs, on lui accordait le numéro 1 au côté gauche, côté que, dans sa sagesse, l'empereur avait jugé plus honorable que l'autre, attendu que c'est à gauche que se trouve le cœur. Or, les empereurs eux-mêmes ne l'ont pas autrement placé que le dernier des goujats. Le chef d'orchestre écrivit 21 volumes de dissertations sur l'oiseau virtuose. Elles étaient si savantes, si longues, si hérissées des mots les plus difficiles de la langue chinoise, que chacun disait bien vite qu'il les avait lues et comprises. Le fait est qu'il eût fallu être stupide pour ne pas les comprendre, car dans ce cas, la pénalité du crime de stupidité était la bastonnade sur l'estomac. Les choses allèrent ainsi pendant toute une année. Sa Majesté impériale, sa cour et le reste du peuple chinois savaient par cœur les moindres tremblements et fredons du chant de l'oiseau de diamant, et c'était précisément ce qui leur rendait si cher cet être toujours si complaisant et de si bonne humeur. Ils en étaient venus à pouvoir les chanter en chœur, et cela leur arrivait même très souvent. Dans les rues, on entendait les petits apprentis et les gamins fredonner joyeusement en cheminant « Pipipi, clouc, clouc, clouc » et l'empereur répétait sans cesse ce gracieux motif, mais dans un mode différent. C'était vraiment régalant de les entendre ainsi tous roucouler. Or un soir que le prétendu oiseau chantait de son mieux et que l'empereur couché dans son lit l'écoutait plein d'une douce extase, il y eut dans le corps de l'oiseau quelque chose qui fit tout à coup chroup et se brisa. Les rouages se prirent à tourner avec une rapidité sans pareille, en faisant surrrr, puis on n'entendit plus rien. Toute musique avait cessé. L'empereur s'élança en grande hâte hors de son lit et envoya chercher son médecin. Mais que pouvait à cela un docteur de la faculté? On courut ensuite quérir l'horloger de la cour, lequel, après beaucoup de bavardage, après avoir toussé, hésité, puis examiné, remit le mécanisme à peu près en état. Néanmoins, il prévint son impérial maître et souverain d'être à l'avenir très économe du savoir-faire de son chanteur ordinaire, parce que l'usage si fréquent qu'il en avait fait avait usé et détérioré le mécanisme, qu'il serait désormais impossible de renouveler sans désorganiser toute la musique. Ce désastre causa un deuil général à la cour. Le chanteur ordinaire des desserts de Sa Majesté impériale fut mis à demi-solde, attendu qu'on ne lui permit plus de se faire entendre qu'une fois l'an seulement, et encore non pas sans beaucoup de difficultés et de dangers.
Mais alors l'habile chef d'orchestre prononçait un discours tout bourré de ces grands mots dont il raffolait, à l'effet de prouver que, sous le rapport du talent de vocaliste, on ne pouvait pas, sans injure pour la réputation de l'oiseau, établir de comparaison entre le temps actuel et le temps passé. Le fait est pourtant que l'oiseau prétendu chantait à cette heure tout aussi bien qu'autrefois. 5 années s'étaient depuis lors écoulées, quand un beau jour, le pays tout entier fut mis sans dessus-dessous par une nouvelle de la nature la plus alarmante. En effet, tous les sujets étaient animés de la plus loyale affection pour leur maître et souverain, à la mort duquel il n'y avait pour eux absolument rien à gagner, tandis qu'ils pouvaient beaucoup perdre à l'arrivée au trône d'un nouvel empereur. La vérité est que le vieil empereur était tombé dangereusement malade, et, suivant toute apparence, ne devait pas tarder à mourir. Déjà un nouveau souverain avait été élu. Une foule innombrable de peuples, en proie à la plus extrême confusion, remplissait les rues de la capitale, mais plus spécialement l'immense cour qui se développait devant les fenêtres du palais. Le pauvre grand chambellan, accablé d'inquiétudes et de soucis, ne savait plus que faire et était littéralement sur les dents. De tous côtés, on l'assaillait incessamment avec cette question revenant à chaque instant la même. « Comment se porte l'empereur » répondait-il en secouant la tête d'un air grave. Pendant ce temps, l'empereur gisait tout pâle et déjà froid sur son magnifique lit. Toute la cour le croyait mort, et chacun se pressait d'aller offrir ses respectueux hommages à son heureux successeur. Les laquais s'en allaient bavarder au sujet de ce grand événement dans les cabarets du voisinage, et les servantes du palais prenaient du bon temps, se régalant de thé et de petits gâteaux. Dans les galeries, dans les salons, partout, le grand chambellan avait fait étendre des tapis bien épais, afin qu'on n'entendît point le bruit des allants et venants. Mais le vieil empereur, quoiqu'il fût étendu si roide et si pâle sur son magnifique lit aux grands rideaux de velours relevés par de lourdes ganses en or, vivait encore. Une grande fenêtre fort élevée était restée ouverte dans sa chambre, et la lune semblait considérer avec un sentiment de commisération l'empereur et l'ingénieux oiseau placés près de son chevet. Le pauvre empereur ne pouvait plus à peine respirer. On eût dit qu'un poids énorme oppressait sa poitrine. Soulevant alors ses paupières déjà presque fermées, il aperçut avec une vive terreur que c'était la mort qui venait d'établir là son trône, tandis que, saisissant d'une main son sceptre impérial et de l'autre son magnifique écusson, elle était en train de placer sa couronne d'or sur sa tête décharnée et sans yeux. Des nombreux plis formés par les grands rideaux de velours s'élançait une foule de figures étranges, dont quelques-unes tout à fait horribles à voir et les autres aimables et agréables. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui, maintenant que la mort avait pris place sur son cœur, fixaient sur lui avec une inexorable sévérité leurs regards scrutateurs. « Vous rappelez-vous » disait l'une. « Vous souvenez-vous » reprenait l'autre, et se succédant ainsi l'une à l'autre, elles lui en racontèrent tant qu'une sueur froide mouilla son front. « Je n'ai jamais su cela » râlait l'empereur de la Chine. « La musique, le grand tambour » criait-il avec désespoir. « Que je ne sois pas forcé d'entendre tout ce dont m'accusent ces insolents fantômes » Mais ceux-ci continuaient toujours, et chaque fois qu'il disait quelque chose de nouveau, la mort hochait la tête, absolument comme font les Chinois. « La musique, criait toujours l'empereur pendant ce temps-là. « Charmant petit oiseau de diamant, chante, oh, chante-moi maintenant quelque chose. Je t'ai donné de l'or et des bijoux, j'ai fait suspendre à ton cou ma propre pantoufle d'or. Chante-moi donc, oh, chante-moi donc maintenant quelque chose. » Mais l'oiseau restait toujours immobile, car il n'y avait là personne qui pût le remonter. Or, sans cela, il lui était impossible de chanter.
Cependant la mort restait toujours assise sur le corps de l'empereur, et le silence le plus profond, le plus effrayant régnait tout alentour. Tout à coup on entend retentir hors de la fenêtre le chant le plus délicieux. C'est celui du petit rossignol vivant qui est perché sur la balustrade. Il a appris la critique extrémité où l'empereur se trouve aujourd'hui réduit, et il vient lui faire entendre son chant, afin de le consoler et de l'encourager. Et alors, à mesure qu'il chantait, les 1000 spectres qui se jouaient tout à l'heure dans les plis et replis des rideaux de devenir plus vagues et plus pâles. Le sang, qui déjà s'était presque arrêté, recommença à circuler dans les veines du vieil empereur avec une vivacité de plus en plus prononcée. La mort elle-même se prit à écouter avec admiration et ne put s'empêcher de s'écrier « Continue, petit rossignol, continue !» À chaque air nouveau qu'elle entendait, la mort lâchait un de ses joyaux, et le rossignol continuait toujours. Il chantait tout à la fois avec plus d'éclat et avec plus de touchante douceur, célébrant le paisible cimetière où croissent les roses, où les touffes de sureau imprègnent l'air de leur senteur, et où l'herbe fraîche est arrosée des larmes de ceux qui ont perdu les êtres qui leur furent chers. À son tour alors, la mort éprouva un si vif désir de regagner son jardin qu'elle s'envola par la fenêtre comme un froid et humide brouillard. « Merci, 1000 fois merci !» s'écria l'empereur qui put alors respirer de nouveau avec facilité. « Je te reconnais bien, céleste petit oiseau. Insensé que j'étais, je t'ai exilé de mes états, et cependant c'est toi qui, par le charme tout-puissant de tes harmonieux accents, a seul pu éloigner de mon lit tous ces effrayants fantômes et chasser la mort loin de mon cœur. Comment pourrais-je te récompenser d'un tel service ?» « J'ai déjà été plus récompensé que je ne le mérite, » répartit le rossignol. « La première fois que j'ai chanté, j'ai fait venir les larmes aux yeux de mon empereur, et c'est là ce que je ne pourrai jamais oublier. Voilà de ces joyaux qui, mieux que tous autres, réjouissent le cœur d'un chanteur. Mais maintenant dormez, puis portez-vous aussi bien qu'autrefois. Pendant ce temps-là, je m'efforcerai de vous moduler mes accents les plus harmonieux, les plus suaves. » Le soleil dardait sur lui à travers les carreaux de vitre ses vivifiants rayons, lorsque l'empereur se réveilla tout rafraîchi et réconforté. Pas un seul de ses serviteurs ne se trouvait là, car tous le croyaient mort depuis longtemps. Cependant le rossignol chantait toujours, infatigable, à côté de lui. « Il faut absolument que vous restiez avec moi, » dit l'empereur. « Vous ne chanterez qu'autant que cela vous plaira. Quant à cet oiseau de diamant, je m'en vais le briser en 1000 morceaux. »« Gardez-vous-en bien, » reprit le rossignol. « Il a fait de son mieux. Ayez-le toujours auprès de vous comme autrefois. D'ailleurs, je ne saurais vivre dans un palais, moi. Tout ce que je vous demande, c'est de m'y laisser venir quand bon me semblera. Je m'en viendrai le soir percher sur quelque arbrisseau peu éloigné de votre fenêtre, et là, toujours libre, je chanterai des mélodies qui vous réjouiront le cœur en même temps qu'elles vous feront penser. Mes chants vous entretiendront tantôt des heureux, tantôt aussi de ceux qui souffrent et qui supportent cependant leur misère avec résignation. Un jour, du bien que vous pourrez faire, un autre, du mal que vous laissez faire et qui vous reste complètement inconnu. Il arrivera que votre petit chanteur ordinaire fera de longues absences. C'est qu'alors il sera allé visiter la cabane du pauvre pêcheur, la chaumière du villageois, tout ce qui est loin de votre cour et de vous. J'aime bien mieux en vous le cœur que la couronne, quoique cette couronne soit incontestablement entourée d'une espèce d'auréole sacrée. Souvenez-vous-en donc, je viendrai vous trouver de temps à autre, et je vous chanterai ce qui vous plaira. Mais il faut que vous me fassiez une promesse. »« Je vous promets tout ce que vous voudrez, » s'écria l'empereur, en même temps que, revêtu de son magnifique costume impérial qu'il s'était hâté d'endosser, il pressait contre son cœur son sceptre d'or, en gage de la fidélité qui l'apporterait à tenir sa parole. « J'ai une grâce à vous demander, » ajouta le rossignol. «
Ne dites à personne qu'il y a un petit oiseau qui vient tout vous raconter. Les choses, voyez-vous, n'en iront que mieux. » À ces mots, le rossignol s'envola au loin. Enfin arrivèrent les serviteurs, curieux de contempler encore une fois leur maître mort. Je vous laisse à penser quelle fut leur stupéfaction quand l'empereur leur dit « Bonjour !»